Salut à toi mon petit bougna. Aujourd'hui c'est l'épisode 3, on va aller visiter une distillerie de whisky. On va aller découvrir nos collègues de chez Home Distiller, on va goûter plein de whisky rhum. Bientôt le bar à vin tapas sera en place d'ici mars 2022, donc continue à nous suivre. Et puis en attendant, je te dis let's go, on va aller goûter des trucs sympas. Allez salut. C'est parti. De toute façon, là, j'espère qu'en 1 heure, on aura plié l'affaire. On arrive justement à Home Distiller. Je regarde même pas, je coupe la route. Mais, On dirait qu'il y avait personne. Très rustique. Petite pierre. C'est magnifique. Très sympa. Je suis ému. Il y a 2 points qui sont vraiment top, c'est qu'en fait toutes les toitures ont moins de 15 ans et tout est fait en dalle. Et l'électricité, il y en avait déjà une grosse partie de faite, donc en fait ça faisait vraiment 3 pôles qui coûtent une fortune, qui sont bien quoi. Alors à la base ce bâtiment quand on l'a acheté, il y avait une brasserie ici. Et donc en fait nous on va aussi installer notre brasserie ici, mais c'est pas une brasserie de bière, c'est vraiment une brasserie pour le whisky, puisqu'en fait le whisky c'est une bière qu'on distille et qu'on fait vieillir. Mais c'est une base de bière. Tu vois, on travaille avec des vieux tanks calés, on n'a pas les fermenteurs nécessaires pour faire des bonnes bières. Nous on utilise des simples cuves en plastique, alors qu'en fait si on veut faire de la bière, il faut des cuves tempérées. Bien sûr, et puis après il faut que tu remettes à 2 degrés par derrière pour refroidir. Enfin, ouais. Il y a vraiment un travail qui est beaucoup plus compliqué sur la fermentation pour la bière. Et donc du coup, aujourd'hui c'est en train de distiller sur notre site. Et donc on a une petite cuve de 800 litres et là on en rajoute 2 de 1000. Donc ça va nous permettre quand même de développer pas mal notre production quoi. Ton autre bâtiment, t'as combien de minutes? Là il y a 20 minutes. 20 minutes, ok. Ouais, il y a 20 minutes, on n'est pas trop loin. Ouais. Donc après, justement, je vais vous montrer la partie d'après parce que donc le brassage c'est exactement le même là-bas. Hein, comme je disais, c'est juste une histoire de taille de cuve, mais c'est aussi des temps calés. C'est exactement pareil. Et du coup, de ce côté-là, par contre, là où il va y avoir un changement et qui va être plutôt même très cool, c'est qu'en fait, on a été chercher un alambic à cognac. Ah. Pour l'instant, on est encore en travaux, puisque du coup, alors tout le gaz est fait, l'eau est quasiment terminée, les circuits d'eau d'arrivée. On a pas mal avancé sur la maçonnerie et les cuves ont été ressoudées, reprises. Donc il y a quand même du boulot qui a été fait. Il manque encore un petit peu celle-ci. Mais en fait, l'idée là, c'est que cet alambic-là, il va faire la même contenance que tous ceux qu'on a là-bas. Donc en fait, on va vachement limiter notre manutention et surtout, on va pouvoir distiller tous les jours. Parce qu'avec le matériel qu'on a là-bas, on est obligé de faire une journée distillation brassage, une journée nettoyage. Ouais. Et en fait l'objectif ici c'est que tout puisse être fait tous les jours. On essaye justement, le but de changer de bâtiment, à la base c'était d'avoir une boutique, donc ça c'est fait. C'était de se faciliter la vie au niveau de la distillation et aussi d'avoir d'en garder un peu sous le pied. Parce que là où on est à Solignac en fait on est au taquet. Okay. Pour ça qu'on a recruté quelqu'un aussi, c'est qu'en fait sinon tu vois je pouvais pas vous recevoir, même à 2 ça suffisait plus. Donc là on a une 3e personne qui permet de faire en sorte qu'on travaille tous les jours quoi. Donc il va y avoir cet alambic ici. Je sais pas si tu sais comment ça fonctionne ou pas. Ouais mais je veux bien que tu l'expliques. Donc là en fait ici on a la marmite. Donc la marmite il faut imaginer qu'elle va être coiffée par ce chapeau là. Donc celui-ci qu'on voit là. On reconnaît ces formes là typiques des alambics, ça s'appelle un col de cygne. Il faut imaginer qu'on va mettre notre base de bière là-dedans, donc qui est une base de bière qui est grosso modo à 8 degrés. 8 degrés ça veut dire 8% d'alcool. Et en fait quand on fait chauffer, on a nos vapeurs d'alcool qui vont monter d'abord, qui vont passer par le chapeau, puis le col de cygne. Ces vapeurs derrière, elles vont dans ce qu'on appelle un refroidisseur. Ouais. Un condenseur. Et les vapeurs vont traverser un serpentin, à l'intérieur il y a un serpentin, et en refroidissant, ça va condenser et on va sortir l'alcool. Entre les deux, et ça c'est pas une pièce qui est nécessaire pour la distillation, c'est juste pour optimiser la chaleur, ça s'appelle un réchauffe-vin. En fait les vapeurs elles vont traverser cette boule, et dans cette boule on aura rempli le brassage suivant. Donc en fait on préchauffe, ce qui fait que ça nous permet d'économiser de la chaleur, et aussi économiser de l'eau froide, puisque du coup on a moins besoin de refroidir, puisqu'on a déjà récupéré de la chaleur ici. Et l'idée au bout du bout, c'est qu'en fait tous nos alcools principaux, c'est-à-dire whisky tourbé, non tourbé, soit fait avec là-dessus. Et tous les alcools annexes, c'est-à-dire vodka, liqueur de verveine, gin, whisky de seigle, soit fait avec les autres alambics. C'est que la force de notre distillerie, c'est la flexibilité. Vu qu'on avait plein de petits alambics, on était capable de faire un produit là, un produit là. Ouais. Et en fait, quand un caviste nous disait, moi j'aimerais bien avoir 20 litres de gin ou un truc comme ça à ma sauce, on était capable de le faire. Là, il se trouve que maintenant, on est au taquet du taquet, donc on n'y arrive plus. Et le but en revenant ici, c'est retrouver cette flexibilité-là. Génial. Quoi de mieux que de dire, effectivement, des fabricants d'alcool, il y en a plein. Mais des fabricants d'alcool qui sont capables de vous faire 20 litres de gin sur mesure, là, pour le coup, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus, ouais. C'est la première fois que j'entends ça, je me dis, tiens, c'est génial. Non, mais on le faisait, on le fait. On a cette flexibilité et qui était une force, et donc on va essayer de la retrouver, quoi. Et l'idée, c'était de se dire, autant quitte à se rencontrer, autant montrer où on va plutôt que où on était, quoi. Puis on pourra revenir de toute façon faire des images. Ouais, tout à fait, ouais. Dès que tout sera mis à neuf, pour voir la deuxième vidéo où tout sera d'aplomb, et on verra les brassages et tout ça, et tu nous expliqueras un peu plus. Oui.
pour nous, la chance aussi, voilà, comme je te disais, c'est d'avoir les fûts sur place. Donc on a déjà commencé à en remplir. Et là, en fait, c'est vraiment les derniers. Donc tu vois, les premières dates, on voit c'est 30 septembre. Si vous voulez sentir tous les deux, allez-y. Hein. Donc là, sur celui de gauche, on est sur du tourbé. Celui de droite, on est sur du non tourbé. Ça sent bon. Ça le matin, c'est des odeurs. Ah oui. Donc là c'est le non tourbé ici. Ça, c'est non tourbé à droite, ouais. Du coup, il y a un peu plus de 400 bouteilles par fût. Donc là, on a quasiment une demi-année, du moins avec ce qui est en cours de distillation aujourd'hui, ces jours-ci. On aura quasiment une demi-année de stocké là déjà. Mais bon, on est passé de 1200 bouteilles l'année dernière. On va passer à 1500 cette année, 6000 en 2022, 8000 en 2023 et donc 8000 en 2024. Et on va encore stabiliser. On voulait passer à 10 en 2025, mais on va rester à 8. D'accord. On est obligé comme ça de faire ces paliers parce que malheureusement, il faut quand même pouvoir en sortir avant d'en remplir, quoi. Et puis là, dans tes fûts, du coup, tu les utilises combien de fois? Pour l'instant, je sais pas, mais je pense que je les utiliserai qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Le problème, c'est qu'un fût, une fois qu'il a déjà servi, il va pas redonner la même chose la deuxième fois, quoi. Enfin, c'est trop complexe. Le premier whisky qu'on a sorti l'an dernier et qu'on va ressortir cette année, c'est un ancien fût de sherry. Donc le premier whisky qui est sorti, c'était 100% fût de sherry. Pourquoi on est passé par là? C'est que les fûts de sherry, moi je suis fan des vieillissements en fût de sherry, donc je m'étais dit que ça vaudrait le coup vraiment de le faire. Et c'est en téléphonant à des tonneliers, je suis tombé sur celui-ci et on a été reçus comme des rois et on s'est dit en fait non, c'est un type comme ça qu'il nous faut. Maintenant, malgré tout, on reste fan de fût de sherry, donc on va quand même en lancer un par an, ce qui fait que tous les ans il y aura une série en fût de sherry. Et donc le sherry, c'est quoi? C'est un vin blanc espagnol qui a madérisé. Ce qu'on retrouve dans les Portos, qui reste le vin madérisé le plus connu. Il y a une anecdote, et c'est pour ça que je voulais te parler de ce fût en particulier, c'est qu'aujourd'hui l'industrie du whisky a plus besoin de fût de sherry que l'industrie du sherry n'en produit. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé une chose inévitable avec le temps, c'est qu'on produit du sherry pour le whisky. Et en fait, ces fûts-là, ils les produisent sur mesure pour faire du vieillissement de whisky derrière. C'est le cas de celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi combien de temps on voulait que le sherry reste dedans. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre un fût qui a quand même contenu pendant plusieurs mois du sherry pour vraiment s'en imbiber, mais pas trop quand même pour garder de la vitalité et qui est vraiment un vieillissement whisky qui soit efficace. Et là, du coup, c'est un rhum vénézuélien. Parce qu'on fait aussi du rhum. Alors pour le coup, en rhum, évidemment, on n'est que affineur, on n'est pas distillateur. Mais c'était important pour nous d'avoir une gamme complète. Et Venezuela, pourquoi Venezuela Parce qu'en fait, alors au début, là, le premier qu'on commercialise, un rhum qui vient de la Réunion et qui avait déjà 3 ans à la Réunion. Nous, on lui donne 1 an ici, dans des anciens fûts. Tu vois, ça, c'en est un qui a été vidé. Chardonnay blanc, Bourgogne. Ah oui, t'as ce côté très parfumé, très un peu sucré. Ah ouais. Il est hyper rond celui-là. Et l'objectif du vénézuélien, ça va être de ne rajouter 0 sucre. C'est-à-dire que dans le Réunion, on en rajoute déjà pas beaucoup. Mais le Venezuela, ça va être 0. Donc ça va être un peu plus sec. Et puis là, on est parti sur un ancien fût de Rivesaltes. Donc on s'est dit, la sucrosité, on va juste aller la chercher par le fût et uniquement par le fût. On n'a pas de recul. Enfin, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un héritage ni rien. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est juste à un moment donné une association d'idées, de se dire, tiens, ça risque d'être pas mal avec ça, etc. Tu le sais aussi, c'est que nous, par exemple, nos producteurs de vin, je pense pas aux Terre d'Ocre à 5%, ils vont faire 8 fûts de vin, mais avec le même vin. Et en fait, chaque fût va pas goûter pareil. Tout à fait. Et c'est là où, en fait, ce qu'on expliquait, on l'a peut-être déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais quand ton tonnelier te fait ton fût, déjà, rien que dans le même fût, il n'y a pas le même arbre, quoi. Ça va être plusieurs arbres qui vont être travaillés, donc forcément le goût, c'est un vrai challenge d'aller chercher ce que tu veux, quoi. Dans notre façon de travailler, et je pense que c'est ce que les gens recherchent chez nous. Alors, il y aura des gens qui seront déçus, ça on le sait d'avance. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais on ne peut pas prétendre à avoir toujours le même goût tout le temps. Alors c'est vrai que l'univers du whisky, c'est anglo-saxon. La culture anglo-saxonne, c'est celle-ci, c'est celle du truc régulier qui est toujours pareil. Les Écossais sont les rois là-dedans. Même ce que j'explique aux gens, même dans les whiskies les moins chers du marché, derrière, il y a un génie qui est capable d'assembler des whiskies et qui vous fait toujours le même blend. Peut-être toujours mauvais, mais c'est toujours le même. Et pour ça, il faut être doué. Et nous, nous, c'est pas ça. Ce sera jamais ça. Du moins, peut-être après ceux qui arrivent derrière. Mais nous, ce sera vraiment des sorties de fûts uniques. Un fût est égal à une série et elle aura ses variations. Alors donc du coup pour la gamme j'ai 4 pure malt différents. 4 pure malt différents. Donc le premier. Alors Nico par contre t'es dans le champ. Si tu peux te mettre de l'autre côté du bar même ça serait bien. J'ai oublié qu'il y avait une caméra moi. Je vais vous suivre avec de l'eau. On est venu là en touriste. C'est ça. Donc le petit beurre qui lui est 100% orge non tourbé et orge locale. C'est-à-dire que ça c'est de l'orge qui vient de Saint-Germain-Lembron, la malterie des Volcans.
Ah oui, je vois qui c'est. Ouais, j'ai les brasseurs qui travaillent avec. Qui est un peu incontournable dans la région. Ouais. Ah, bah, Ensuite, donc du coup, on a le classique qui lui est notre premier légèrement tourbé. Donc ça, historiquement, c'est celui qu'on faisait avec mon frangin avant que je sois installé. C'est le dinosaure, on va dire. C'est le plus ancien. Qui a évolué en forme sur le tradition, c'est-à-dire qu'on est aussi sur du légèrement tourbé. Le caviste nous disait, bah écoute, ça c'est très bien. Et d'ailleurs, il me dit, tu vois, j'arrive à le vendre sans problème. Mais par contre, il me dit, tu devrais le faire évoluer un petit peu pour qu'il rentre un peu plus dans le monde des whisky. Donc c'est ce qu'on a fait avec le tradition. Et puis après, le dernier pur malt qu'on a, où lui, bah, en fait là, on est sur du pur seigle. Ça, c'est très rare. Vraiment, souvent, il y a du seigle, mais c'est une part. Et donc, au niveau du goût, on est sur quelque chose qui est vraiment très, très atypique. Et du coup, tu es sur des maltes français? Oui, alors orge français, par contre pour l'orge tourbée, c'est maltais en Belgique. Souvent les gens sont surpris par la Belgique. Non, en fait il n'y a pas du tout de surprise puisque c'est les mêmes matières premières que la bière. Bien sûr il existait des malteries en France, mais qui du coup s'étaient spécialisées dans Kronenbourg, etc., dans les grosses fabriques. Et finalement nous quand on appelait, quand moi j'étais à mon garage, ils me disaient c'est une semi-complète pour commander. Ouais bah c'est sûr. Évidemment que non, je vais pas commander une semi-complète d'orge. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais toi, par exemple t'as un de nos chers compatriotes français qui dit oui, c'est pas possible, il y a pas de malt français. Eh ben, on est en train. Là où le client se trompe, c'est qu'effectivement, on est en train. Donc la France a oublié, ça c'est une vérité. Ils sont en train de reproduire du malt pour la brasserie et donc pour la distillerie. Donc le client a pas complètement tort quand il dit c'est dommage qu'en France on trouve pas du malt. Ouais. Par contre là où il a tort, c'est quand il pense que les Écossais sont meilleurs. Parce qu'en l'occurrence, les Écossais ont l'art de faire vieillir, de distiller, de faire vieillir et de vendre du whisky. Mais par contre, les fûts ne viennent pas de chez eux. L'orge ne vient pas de chez eux, ou du moins très peu, et le malt, donc, du coup, ne vient pas de chez eux, ou du moins très peu. C'est ça, la croyance populaire, c'est que tout est produit là-bas, que tout est merveilleux artisanal, et en fait, pas du tout, parce qu'on le sait même qu'au niveau de la production, on est plutôt sur l'industrialisation du whisky que sur de l'artisanal qu'on a en France. Les Écossais sont pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont loin de produire tout eux-mêmes. Ouais. D'accord, très bien. Encore une fois, je décris pas du tout la grande distribution parce que ce qu'elle propose en termes de whisky, à la base c'est de la bonne cam, c'est juste que par contre, c'est tous les mêmes. Ouais, bah bien sûr. C'est tous les mêmes, j'exagère, bien sûr qu'ils ont des petites différences, mais ils sont très standardisés quand même. Vraiment très standardisés. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer et surtout le petit beurre, ouais, et leur expliquer aussi au niveau de dégustation comment on déguste un whisky, comment on fait alors explique-nous comment on fait pour boire du whisky. Il y a pas vraiment de magie dans le whisky. Si, c'est intéressant déjà, on va parler d'une chose qui est pour moi la plus importante, c'est la température. Parce que souvent les gens me demandent cette histoire de glaçons, quand on dit il faut pas, bien sûr personne n'ira en prison s'il met des glaçons dans son whisky, mais il est vrai que ça va le diluer, donc forcément ça va casser les arômes. Et puis la deuxième chose, c'est que le whisky reste un spiritueux. Si on veut l'apprécier, il faut pas le boire glacé, ça sert à rien. Alors légèrement frais à la limite, il y a des gens qui aiment bien le boire un petit peu frais. Je leur dis à ce compte-là, mettez-le une demi-heure au frigo avant de le déguster. Mais la meilleure température pour pouvoir en profiter de tous les arômes d'un whisky, c'est température ambiante. Température ambiante. Ouais, vraiment. Ensuite, j'ai une deuxième question souvent, c'est est-ce qu'il faut rajouter une goutte d'eau? Oui, the drop of water. Voilà, exactement. Moi, j'ai un client, il est toujours là, Nico. Drop of water. Je dis bon, bah si tu veux. Non, alors pour le coup, c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'effectivement, la goutte d'eau va pouvoir permettre de développer un peu des arômes. Maintenant, quelle eau aussi on va mettre dedans? Quelle eau? Alors, déjà, il y a ça, quelle eau on a à disposition. Et la deuxième, ça va être aussi quel whisky on a. Pour des raisons économiques, ça reste quand même le plus simple de vendre un whisky à 40 degrés. Et donc, à 40 degrés, rajouter une goutte d'eau, c'est un petit peu le diluer aussi. Donc, moi, je préconise pas aux gens de mettre une goutte d'eau quand on a un whisky à 40. Ouais, plutôt sur les choses à 50, à 55. Voilà, même déjà à partir de 46, 48, se dire, ok, on va rajouter une petite goutte d'eau dedans. Effectivement, ça peut être un exhausteur de goût et ça va être intéressant. Et ben écoute, on va faire comme si c'est la première fois que je bois du whisky et du coup je vais prendre le verre et puis tu vas me dire, tu vas un peu me... Et ben alors, comment je fais? Là encore, on va avoir un petit peu la même chose. J'emprunte ton verre une seconde. Il est occupé. Il est occupé. Donc, bien sûr, ce qu'il faut pas dire, c'est que c'est pas la première fois que Nicolas. Je lui fais confiance. On s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Je lui fais confiance. Donc, du coup, alors, ce qu'on peut faire, là encore, c'est plus, on va dire, poétique quelque part. C'est-à-dire faire tourner le whisky dans le verre comme on peut le faire dans le vin. Ce qui va nous permettre d'apprécier ses jambes aussi. Alors là, ça va nous donner quand même une indication suivant la lenteur avec lesquelles les gouttes vont retomber. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas dans notre production. On a des produits gras. Et ça, on va le retrouver ici parce qu'effectivement, le verre va être marqué. On voit encore le trait. Il met longtemps à descendre. Et ça va être un indicateur effectivement de ce côté gras du whisky. Au nez, on va retrouver des arômes très fruités et très céréales. Et là aussi, ça vient de la jeunesse et ça vient de la façon de le distiller. C'est-à-dire qu'on va mettre dans notre distillat une quantité très importante de goût de la matière première. Voilà. Donc, on va le retrouver autant visuellement qu'au niveau du nez. La deuxième chose, c'est que dans le vin de mémoire, on amène
le verre au nez. Ouais. Bon, dans le spiritueux, c'est l'inverse. Ouais. On amène le nez au verre. Très sincèrement, ça c'est de la théorie. Moi, j'ai énormément de mal à amener mon nez au verre. Ouais, bah en J'ai plus, l'impression de me ça te pencher. casse un peu cette Voilà. forme, ouais, J'ai toujours complètement. l'impression de me pencher. Ce qui est vraiment important à mon sens, ça va être de ne surtout pas déguster, si on veut le faire proprement, de ne pas déguster après le premier nez. Toujours aller en chercher 2 ou 3 parce qu'on va pas retrouver les mêmes choses. Et moi, la dernière chose que je vais préconiser, et après, ben, faut y aller, Ouais. ça va être d'essayer de coller le nez le plus bas possible. Parce qu'en fait, on est sur des alcools qui sont très forts, donc très volatiles. Ce qui veut dire que les alcools les plus désagréables, on va dire ceux qui piquent le plus, ils vont remonter dans le verre. Donc on va mieux apprécier les arômes quand on a réussi à approcher le nez justement du fond du verre. Donc là, on est sur le petit beurre. Le petit beurre, Ouais. donc c'est le plus jeune de nos spiritueux, donc là 100% malt d'orge, local, non tourbé. Donc là, bah, on y va du coup. Ouais. Et ben go. C'est parti. Donc là, pas comme dans le vin, on va pas aller chercher à faire exploser de l'air parce que là, ça servirait, tu me diras si j'ai tort, Non. mais pas grand chose parce qu'on a assez de puissance et on va plus essayer de concentrer sur la langue que d'aller exploser Ouais, sur les tout à joues. fait. Ouais. Exactement. Qui risque d'hériter un peu et de gâcher Oui. un peu le plaisir, je pense. Moi, je hein. préfère prendre 2 toutes petites gorgées pour en profiter que de faire tourner exactement, d'aérer le vin en bouche. Enfin, voilà ce qu'on fait sur le vin. Ok. Et là, du coup, ouais, t'as ce côté très céréalier qui vient en fin de bouche, j'ai l'impression, et avec un petit arôme presque un peu caramel. Bon, après, tu commences à avoir pas mal d'aromatiques et t'as pas ce côté alcool violent qui vient de cette. J'ai l'impression que vraiment que l'alcool est resté sur la langue, tu vois. Il s'y est bien posé, il est bien. Il y a plusieurs manières de distiller, mais la plus commune, c'est en fait la première distillation, on prend tout sans réfléchir. Et la deuxième, le cœur de chauffe, c'est ce qu'on garde. Donc le cœur de chauffe, lui, c'est ce qu'il y a dans ton verre tout de suite. D'accord. C'est ce qu'il y a dans toutes les bouteilles que vous voyez ici. Les queues, c'est des alcools qui sont trop faibles, donc qui sont encore gras, qui ont un goût qui n'est pas encore bien affiné, Ok. qu'on va redistiller. Ouais. Donc en fait, à chaque distillation, on redistille les queues. Ah, c'est les queues, ok. Voilà. Et les têtes, à l'inverse, c'est ce qu'on va écarter. Ouais. Et là encore, les têtes, Tu peux refaire un marc ou quelque chose, non? non, même pas, on va les jeter, mais le truc c'est que bah, là encore, dans l'idée de pas perdre, si on met pas beaucoup de têtes de côté, on va garder un peu ces alcools qui sont un peu plus agressifs, qui ont un joli nez, mais qui Ouais. en bouche par contre sont Ouais, plus sont un peu agressifs. brun, Et c'est vrai que nous, dans nos produits, dans nos pure malt, en fait, on écarte plus de têtes que préconisé. Mais parce que on sait qu'on n'a pas l'avantage du temps avec nous. Donc il faut le compenser avec la distillation. D'accord. D'où le fait qu'on va avoir des produits qui sont assez gourmands, assez ronds, parce qu'on va aller chercher justement cette rondeur-là. Et du coup, tu parlais justement de l'appellation whisky. Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu à partir de quel moment on peut appeler un produit de distillation whisky? Si on veut retenir une seule phrase, c'est ce que je dis aux gens qui visitent, parce qu'il faut faire simple, c'est une bière, enfin une base de bière qu'on distille et qu'on fait vieillir 3 ans. Et quand on a retenu ça, déjà on a retenu beaucoup de choses sur le whisky. On connaît les matières premières, c'est les mêmes que la bière, c'est-à-dire de l'eau et du malt. Alors malt d'orge, bien souvent. Et ensuite on va la distiller 2 fois, et derrière on va devoir la faire vieillir 3 ans en fût. Si on veut faire un peu d'histoire, whisky veut dire eau de vie en gaélique. Whisky veut dire eau de vie. Et donc, alors je sais pas le prononcer d'ailleurs, je m'en excuse auprès des puristes, mais à la base ça s'écrivait Whisgé Beata, et qui a été donc raccourci en whisky, et donc qui veut dire eau de vie. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, c'est important de retenir ça. C'est que le whisky, à la base, c'est pas vieilli. Le vieillissement est apparu avec le commerce, il est apparu avec le besoin de stocker, d'exporter, etc. Et donc, la notion de temps est rentrée non seulement dans les mœurs, mais maintenant dans la loi. À la base, un whisky, c'est juste une eau de vie de grain, parce que, notamment en Écosse et en Irlande, ils avaient certainement moins de fruits que nous. Donc, nous, on faisait des eaux de vie de fruits en France. Bien sûr, ouais. On faisait des eaux de vie de vin à Bordeaux. Voilà, et ben eux, ils faisaient des eaux de vie de grain. Les gens partout sur Terre ont fait de l'alcool avec ce qu'ils avaient sous la main. D'accord. Et donc le whisky, c'est ça. Donc en fait, quand on dit whisky blanc, c'est la loi récente qui fait que c'est une mauvaise appellation. Ouais, Mais si on veut faire de l'histoire, le vrai whisky, ouais. c'est un whisky blanc. Il voit pas mal de choses sous la bouteille whisky. Il voit single malt, il voit du blend, du Speyside, et ils sont là, ouais, ok, bon, bah, je sais pas. Et ils ont entendu un copain dire, tu prends du blend, c'est cool. Et en fait, voilà, ils savent pas qu'est-ce qu'est le blend, le single, le Speyside ou autre. Est-ce que toi, tu peux rapidement leur expliquer un petit peu les différences? Alors oui, blend et single malt, souvent, c'est les deux principales. Et en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'un single malt, c'est 100% de malt dans une même distillerie. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, le whisky, comme toute industrie, n'utilise pas que du malt. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez aussi utiliser du grain qui a déjà été mis en farine, qui est du grain non malté, donc qui coûte beaucoup moins cher. Et avec un peu d'enzymes chimiques, vous arrivez à transformer ça en sucre, puis après en alcool, etc. pour faire la fermentation. Donc il y a moyen d'avoir des matières premières qui sont moins nobles et qui vont permettre de faire du whisky moins cher. Donc le single malt, c'est cette garantie-là. L'opposé n'est pas le blend en réalité, parce
que blend, ça veut dire mélange. Ouais. Donc, vous pouvez très bien mélanger De malt. ce qui va nous donner un pure malt whisky. D'accord. Voilà. Très bien. En fait, on peut faire plein de choses. Le blend, c'est tout. Ce qui veut dire que le blend est donc les premiers prix, Ouais. mais c'est aussi les plus chers. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, le blend, ça ne veut rien dire. On peut pas parler de qualité avec un blend. Ouais, il faudrait que ce soit plus précis. Mais ça peut, on peut pas. Mais on peut pas, ouais. En fait, ça rassemble tout. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a eu des mélanges. Ouais. C'est tout. Et en fait, un whisky, malheureusement, à part l'apprécier, il n'y a pas beaucoup de choses sur l'étiquette qui vont donner beaucoup d'informations. Speyside, par exemple, tu parles Ouais. de Speyside. Speyside, c'est une région en Écosse. Ouais. Donc, c'est comme Auvergne. Ouais. Voilà. Mais en aucun cas, Speyside, c'est un gage de qualité. Il est vrai quand même que single malt, comme on est sûr que c'est 100% de malt, qu'on le veuille ou non, un whisky qui est fait à base de 100% de malt est quand même de meilleure qualité. Enfin, c'est une qualité minimum, on va dire. Bon, et ben écoute, je vais peut-être te laisser, t'as peut-être le rendez-vous qui est peut-être arrivé.